Bonjour à toutes et à tous. Vidocq salue tous les lucides libérés des conditionnements. Un philosophe a dit: il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Que cela plaise ou non, c'est un fait, et l'histoire de l'humanité le prouve. Comme l'a dit ce même philosophe, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige, d'où l'incurable égoïsme et les visées à court terme. Petit moujon, dormez bien. Mais avant d'entamer ce post-it, l'introduction habituelle s'impose. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Et si nous écoutions de nouveau le précepteur nous exposant l'œuvre de la Boétie, se pourrait-il qu'elle soit, elle aussi, encore d'actualité? La Boétie est un homme de lettres français du XVIe siècle, et il est principalement connu pour un texte dont vous connaissez probablement le titre, le Discours de la servitude volontaire, un texte écrit aux alentours de 1546 et publié une trentaine d'années plus tard. La Boétie n'avait pas plus de 18 ans lorsqu'il a écrit ce texte, ce qui témoigne de la précocité de cet auteur. Pouvoir défendre la cause des opprimés, ce serait dénoncer les oppresseurs. Et c'est ainsi que s'est constituée au fil du temps une véritable tradition de la critique. Une tradition de la critique guidée par une stratégie de dénonciation des puissants, de leurs privilèges, de leur mépris à l'égard des catégories populaires, si bien qu'on a intériorisé l'idée que le problème à l'origine de tous nos maux, c'était nos dirigeants. À qui d'autre? Eh bien, si vous pensez ça, sachez qu'il s'agit là d'un point de désaccord fondamental avec la thèse de la Boétie. Pour la Boétie, les responsables de la domination ne sont pas les dominants. Les responsables de la domination, ce sont les dominés. En d'autres termes, le problème de la domination, c'est nous. Alors voilà une allégation qui ne fait pas du tout plaisir à entendre. Et qui fait d'autant moins plaisir à entendre que nous sommes conditionnés à ne pas vouloir l'entendre. Nous ne sommes pas conditionnés à vouloir entendre que la responsabilité de la domination revient aux dominés. Nous sommes au contraire conditionnés à penser que si nous sommes dominés, c'est de la faute du dominant. Il dépend entièrement de nous laisser opprimer. Alors oui, c'est très confortable d'avoir un coupable à désigner. Ça permet de se décharger de la responsabilité de la situation qu'on subit. Mais la question est-ce que c'est rendre service au peuple que de lui faire croire qu'il n'a aucune influence dans la situation qu'il subit? Est-ce que c'est rendre service au peuple que de continuer à pointer un responsable du doigt, alors même que cette condamnation n'aura aucun effet sur la situation objective du peuple? Désigner le pouvoir comme coupable de la servitude du peuple, ce n'est ni rendre service au peuple, ni lui rendre hommage. Car alors, c'est nier aux individus leur pouvoir d'autodétermination. C'est considérer les individus comme des êtres sans puissance et sans volonté. Et c'est là que se trouve la véritable injure. L'injure de l'infantilisation. L'injure de la déresponsabilisation. De la déshumanisation. À part l'autosatisfaction de se dire qu'on fait partie des opprimés, à part le confort de la bonne conscience couchée en position fétale, quelle amélioration obtient-on dans la pratique? La réponse est simple, aucune. Et c'est là toute la quintessence du discours de la servitude volontaire, la responsabilisation. La responsabilisation des opprimés plutôt que la culpabilisation des oppresseurs. Parce qu'on aura beau retourner le problème dans tous les sens, aussi longtemps qu'on attendra des oppresseurs qu'ils cessent d'être des oppresseurs, on restera des opprimés. L'oppresseur n'est pas oppresseur par accident. Il n'est pas oppresseur involontairement. Il est oppresseur parce qu'il veut l'être. Et donc toutes les tentatives pour faire prendre conscience à l'oppresseur que ce qu'il fait est injuste n'auront aucune conséquence sinon de lui confirmer que les opprimés ne cherchent pas à se libérer. La seule conséquence de la dénonciation de l'oppresseur, c'est la confirmation du pouvoir de l'oppresseur. Et vouloir culpabiliser l'oppresseur d'être un oppresseur, c'est lui envoyer un message très clair. C'est lui dire qu'il a gagné. La réalité, selon la Boétie, c'est que si nous sommes dans un état de servitude, c'est parce que nous consentons. La notion de servitude volontaire ne renvoie pas à la psychologie du syndrome de Stockholm.
Le syndrome de Stockholm correspondant à l'attachement de la victime à son oppresseur, plus précisément à la sympathie consciente de l'otage pour son geôlier. La servitude volontaire dont parle la Boétie, ce n'est pas le désir de servitude, mais, à bien y songer, c'est peut-être quelque chose d'encore plus grave. La servitude volontaire, c'est l'abandon de sa liberté en échange d'un confort psychologique. C'est parce que nous sommes éduqués à l'obéissance que la servitude est devenue pour nous une sorte de seconde nature. Autrement dit, c'est la dimension culturelle de l'être humain qui lui a fait accepter la servitude comme une condition normale d'existence. La peur serait un motif suffisant pour obéir si les dirigeants étaient nombreux et lourdement armés. Ce qui est d'ailleurs le cas dans les dictatures militaires, dans lesquelles l'obéissance est bel et bien obtenue par la peur. Mais quand le souverain est seul, tandis que le peuple est constitué de millions d'individus, l'explication par la peur ne suffit plus. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait un moteur interne de la servitude. Ce n'est pas parce que l'on s'est habitué à ce que notre liberté soit bridée que l'on a raison de laisser notre liberté être bridée. Avoir un coupable à désigner, c'est ne plus porter le poids de la responsabilité de notre condition. Se positionner en victime, c'est se dispenser d'avoir à mettre en œuvre des solutions pour sortir de sa condition de victime. Et sur le plan psychologique, le sentiment de bonne conscience que produit la soumission à l'oppresseur peut conduire à vouloir que ce rapport de domination perdure. Et alors, l'intérêt psychologique peut se prolonger en un troisième intérêt, à savoir l'intérêt intellectuel, voire philosophique, et qui consiste dans la délimitation du monde en deux catégories, les gentils et les méchants, les faibles et les forts. Or, dans l'imaginaire collectif, appartenir au camp des faibles, c'est appartenir au camp des gentils. Ainsi, la force est vue comme l'attribut des méchants. La force est vue comme quelque chose qu'il faut condamner. Et c'est d'ailleurs ça qui conditionne notre conception de la domination politique. Les forts sont les méchants justement parce qu'ils sont les forts. Et les faibles sont les gentils justement parce qu'ils sont les faibles. Le faible, c'est celui qu'il faut défendre. C'est celui pour lequel il faut avoir de la compassion. Mais sauf que le pouvoir n'a aucune compassion pour les faibles. Il n'y a qu'un faible pour croire qu'un fort est sensible à la faiblesse. La domination politique n'est pas un rapport de compassion, la domination politique est un rapport de force. Les modalités psychologiques du consentement au pouvoir, ce sont l'ensemble des stratégies mises en œuvre par un État pour substituer à la liberté réelle ce qui n'est que le sentiment de la liberté. La liberté, ce n'est pas un sentiment subjectif, c'est une réalité objective. La liberté n'est pas la capacité virtuelle à pouvoir faire ce que l'on veut. La liberté, c'est la capacité réelle, effective, de pouvoir réaliser sa volonté. Encore faut-il que notre volonté ne soit pas aliénée. Et justement, en parlant de volonté aliénée, la stratégie de consentement au pouvoir dont parle la Boétie, c'est la stratégie qu'utilisaient déjà les empereurs romains. Et cette stratégie, vous la connaissez parce qu'on en a déjà parlé, c'est le divertissement. Le divertissement, ça regroupe l'ensemble des moyens par lesquels on procure aux individus un plaisir éphémère qui va détourner leur attention de leur situation objective. Quand on va voir un match de foot, ou quand on fait du shopping, on ne se pose pas la question de la domination politique. Et la Boétie montre bien que cette stratégie a un double intérêt, car en plus de détourner l'attention du peuple de sa servitude, elle induit ce qu'il appelle un amollissement de la volonté. L'accoutumance au divertissement nous fait perdre le goût de notre liberté. Et donc cette stratégie d'amollissement de la volonté par le divertissement montre bien que le pouvoir ne s'exerce pas uniquement par la force. Il s'exerce d'abord par la ruse. Un peuple diverti est un peuple consentant. Alors, on pourrait décrire pendant des heures la manière dont fonctionne la mécanique du consentement au pouvoir. La seule et unique façon de devenir des êtres libres, c'est de cesser d'obéir. Mais est-ce que nous comprenons bien ce que ça veut dire, cesser d'obéir ? Selon la Boétie, nous comprenons mal ce que signifie ne pas obéir. Désobéir, ce n'est pas faire quelque chose, c'est cesser de faire quelque chose. Être libre, c'est désobéir. Être libre, c'est cesser d'agir conformément à la volonté du pouvoir. Parce que le pouvoir a besoin de notre participation active. Le pouvoir ne peut avoir comme esclaves que des esclaves volontaires. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. La Boétie ne cache pas son admiration
pour les héros guerriers de l'Antiquité qui étaient prêts au sacrifice pour défendre leur liberté, de bêtes redevenir hommes. Juste dire non. Le problème du peuple qui se plaint de sa servitude, c'est son absence de réalisme. Parce que votre système politique idéal, le pouvoir s'en fiche complètement. La Boétie n'a que 16 ans lorsqu'il écrit son discours de la servitude volontaire, et pourtant, peut-être parce qu'il a lu les Anciens et Machiavel, il ne se fait aucune illusion sur la réalité du pouvoir politique. Car par définition, le but du pouvoir, c'est de soumettre, qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons.